Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'une console très célèbre qui a marqué notre enfance, la Super Nintendo. Allez, c'est parti mon kiki. Donc la Super Nintendo de chez Nintendo, la marque Nintendo, la Super Nintendo Entertainment System, couramment abrégé Super NES ou SNES ou encore Super Nintendo ou Super Famicom au Japon. C'est une console de jeux vidéo du constructeur japonais Nintendo, commercialisée à partir de novembre 90. En Amérique du Nord, la console est sortie avec un look résolument différent. À noter qu'en Corée du Sud, la Super Nintendo est distribuée par Hyundai Electronics sous le nom de Super Comboy. En 1997 et 1998, Nintendo décide de rafraîchir le design, sortant le modèle SNES 101, parfois appelé Super NES 2 aux États-Unis, Super Famicom Junior au Japon. Histoire. Pour rivaliser avec la populaire Nintendo Entertainment System Famicom, la NES, qui écrase le marché, NEC lance la PC Engine en 87 et Sega avec sa Mega Drive en 88. Les deux systèmes offrent alors de bien meilleures performances, notamment graphiques et sonores, que la 8 bits de Nintendo. Bien que la NES continue d'être le leader sur les marchés des jeux vidéo, le bon accueil de la Mega Drive et de la PC Engine par les différents acteurs du marché contraint Nintendo à créer une console pouvant rivaliser avec les nouvelles concurrentes. Conçue par Masayuki Uemura, le concepteur de la Famicom originale, la Super Famicom sort le mercredi 21 novembre 1990 pour un prix de 25 000 yens, 982 francs de l'époque, soit l'équivalent de 149 €, l'équivalent de 236 € de nos jours. C'est un succès immédiat. La livraison initiale de 300 000 unités est vendue en quelques heures. Et le dérangement occasionné conduit le gouvernement japonais à demander aux fabricants de consoles de prévoir à l'avenir de sortir leurs consoles en fin de semaine. Ce succès suscita même un intérêt certain chez les Yakuza, les risques de vol amenant à la décision de convoyer les appareils de nuit. Rapidement, la Super Famicom ne se vend mieux que ses rivales et Nintendo se raffirme comme le leader de la marché japonais des consoles. Le succès de Nintendo est en partie dû au soutien de la plupart des développeurs tiers principaux de son précédent système, comprenant Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei et NX. En août 1991, Nintendo sort en Amérique du Nord la Super Nintendo Entertainment System, ou Super NES, souvent abrégée en SNES, une version redessinée de la Super Famicom pour le prix de 199 $ US. Le Super Nintendo Entertainment System, appellation officielle, sort en Europe le 11 avril 1992. Prévu pour avoir le même design que la version américaine, elle utilise finalement celui de la Super Famicom japonaise. Rapidement, l'appellation Super Nintendo sera le terme le plus souvent employé en France pour désigner la console. Comme la NES, depuis plusieurs années, elle fut distribuée en France par Bandai France, ceux qui envisageaient une sortie en 1993, puis en septembre 1992.
Mais devant le succès de la Mega Drive, le choix fut fait d'avancer encore la sortie à avril pour les pays les plus consommateurs comme la France ou le Royaume-Uni, pendant que d'autres pays devront attendre le 4 juin. Initialement, au lancement, elle fut vendue en pack avec 2 manettes et Super Mario World pour 1290 francs. Initialement 1490 francs, mais Sega et leur nouveau pack Mega Drive plus Sonic à 1290 francs. 1290 francs les pousseront à s'aligner. Il est accompagné par 4 jeux optionnels au tarif unitaire de 449 francs, F-Zero, Super R-Type, Super Tennis et Super Soccer. À partir d'octobre 1992, la Super Nintendo sera vendue au choix, soit seule, 990 francs. Super Mario World étant vendu séparément 389 francs. Le jeu Nintendo le moins cher alors, soit avec Mario World, 1290 francs, soit avec Street Fighter, 1490 francs, soit avec le Super Scope, 1490 francs. La NES et la Super NES sont vendues au Brésil en 1993 par Playtronic, une co-entreprise entre l'entreprise de jouets Estrella et Gradiente. La Super Nintendo et la Super Famicom ne disposent pas au départ que de quelques jeux. Au Japon, seulement 2 jeux sont disponibles au lancement, Super Mario World et F-Zero. En Amérique du Nord, Super Mario World est vendu avec la console. Les autres titres disponibles sont F-Zero, Pilot Wing, SimCity et Gradius 3. Bien que peu nombreux, ces premiers jeux permettent au public de comprendre immédiatement les apports du nouveau support, notamment le rendu du simili 3D du fameux mode 7, la qualité des effets visuels et sonores en général. Le mode 7, apparu initialement sur la console Super Nintendo, est un mode d'accélération graphique d'application de texture qui permet à un arrière-plan d'être pivoté et redimensionné par des procédés de rotation et de zoom, en modifiant chaque ligne horizontale de l'échelle matricielle et la qualité visuelle sonore en général. La rivalité entre Nintendo et Sega, largement alimentée par les médias spécialisés, aboutit à une lutte des plus acharnées de l'histoire des jeux vidéo, surtout pour la domination du marché hors Japon. Sega positionne le Mega Drive comme une console cool, avec des titres plus matures, là où Nintendo proclame son avance technologique avec les capacités de zoom de rotation de sa SNES, mais il y a aussi une meilleure puce sonore, par exemple. Mais malgré le départ en tête de la Mega Drive, sa plus large bibliothèque de jeux ainsi que son prix plus bas, la SNES gagne continuellement des parts sur le marché. La Super Famicom devient rapidement leader au Japon, tandis qu'il faudra attendre fin 92 pour que la SNES repasse son retard sur la Mega Drive aux États-Unis et que Nintendo récupère son statut de leader. Son succès lui permettra de rester relativement populaire, même face à l'arrivée de la génération suivante, de consoles 32 bits. Pendant la commercialisation de la NES, Nintendo maintient un contrôle exclusif sur les titres sortis sur son système. La compagnie doit approuver chaque jeu, chaque développeur tiers ne peut sortir que 5 jeux par an. Ces jeux ne peuvent pas sortir sur d'autres consoles avant 2 ans, et Nintendo est le fabricant et le fournisseur exclusif des cartouches NES. Cependant, la compétition avec la console Sega obligera Nintendo une certaine tolérance dans les faits, même si les thèmes contractuels restent les mêmes. En 1990, Acclaim sort un même jeu sur les 2 plateformes, ce que d'autres licenciés imitent à leur tour. Capcom, qui accorde une licence à quelques jeux Sega au lieu de les produire directement, ou Square font cela depuis plus discrètement. Nintendo maintient également une ligne de conduite très stricte de censure qui, parmi d'autres, limite l'utilisation de violence dans les jeux et ses systèmes. Le jeu Mortal Kombat vient de défier ces politiques
En effet, la version originale de celui d'arcade de 92 contient des éclaboussures de sang, des scènes de fin de combat dépeignant le plus souvent des démembrements. On connaît tous Mortal Kombat et les Fatality. La version Mega Drive ayant conservé ce côté gore se vend 3 fois plus que sa version épurée sortie sur la console Nintendo. Néanmoins, les joueurs ne sont pas les seuls à remarquer la violence dans le jeu. Les sénateurs américains Herb Kohl et Joseph Lieberman convoquent une audience du Congrès le 9 décembre 1993 pour examiner la commercialisation de jeux vidéo violents pour les enfants. L'audience mène à la création de l'Interactive Digital Software Association de l'Entertainment Software Rating Board, le SRB, ainsi qu'à l'inclusion d'une notation pour les jeux vidéo. Avec ce système de notation mis en place, Nintendo décide qu'il n'a plus besoin de censurer les jeux. En conséquence, le portage de Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo se fait sans censure et cette fois, la version Nintendo dépasse les ventes de celle de Sega. Tandis que les autres compagnies se dirigent vers des systèmes 32 bits, Argonaut Games, Rare et Nintendo réussissent à prouver que la Super Nintendo est encore un concurrent sérieux sur le marché. Sorti dans les premiers mois de l'année 1993, le jeu Star Fox, ou Star Wing en Europe, fruit d'une collaboration entre le studio anglais Argonaut Games et Nintendo, permettait, grâce à l'ajout d'une puce spéciale, la Super FX, d'afficher des graphismes en 3D temps réel, ce qui était à l'époque révolutionnaire pour une console de jeu, quoique courant dans le monde de la micro-informatique. En novembre 1994, Rare sort Donkey Kong Country, un jeu de plateforme fait avec des formes de modélisation 3D et des lectures pré-rendues sur des stations de travail Silicon Graphics. C'est-à-dire que c'était du pré-calculé en fait. Rivalise avec la qualité esthétique des jeux qui viennent de sortir sur les nouveaux consoles 32 bits à base de CD. Dans les derniers 45 jours de l'année 1994, le jeu se vend à 6,1 millions d'unités, faisant de lui le jeu le plus vendu rapidement de l'histoire à cette époque. Ce jeu montre au système 32 bits encore précoce que la Super Nintendo a toujours des ressources face à ses concurrentes et ouvre le chemin vers des consoles plus avancées à l'horizon. Un an plus tard, la SNES confirmera sa grande forme avec la sortie de Donkey Kong Country 2 et Super Mario World 2, qui contient une puce Super FX 2 pour les effets 3D, qui se vendront respectivement un peu plus de 5 et 4 millions d'exemplaires, chiffre remarquable pour une console alors en fin de vie. Nintendo mobilisait le gros des ressources dans le développement de l'Ultra 64, qui deviendra la Nintendo 64, dont on parlera dans un autre épisode. Le dernier gros succès commercial de cette machine, Donkey Kong Country 3, 3,1 millions de jeux vendus, est sorti à la toute fin de l'année 96. La Super Famicom Box est sortie en 1990 au Japon. Elle servait des bornes d'essai pay-to-play. En 1997, sort aux États-Unis une version redessinée de la Super Nintendo, modèle SNES 101, vendu avec le jeu Super Mario World Yoshi Island pour $99 US. Comme la sortie de la NES, ce nouveau modèle est plus léger et plus fin que son prédécesseur, mais manque d'une sortie S-Vidéo et RGB, et ce fut presque la dernière sortie majeure liée à la SNES dans cette région. Un modèle similaire est également redessiné et sorti au Japon, environ à la même période sous le nom la Super Famicom Junior. Visuellement, les versions américaines et japonaises sont presque identiques. Seuls les boutons Power et Reset, qui sont gris sur la Super Famicom Junior, sont violets sur la console américaine. Par contre, les manettes sont identiques pour les deux versions, avec le même numéro de série. Un logo Nintendo est gravé dans le plastique au lieu du logo du Super
du modèle peint dessus comme pour les premières versions Super Entertainment System aux États-Unis et Super Famicom au Japon. Seuls les boutons ont toujours une couleur différente. Nintendo of America cesse la production de la console en 1999, environ un an après la sortie du jeu Frogger, son dernier jeu pour le système, en 1998. Au Japon, la production de la Super Famicom continuera jusqu'en septembre 2003 et de nouveaux jeux furent produits jusqu'à fin 2000, finissant avec le Metal Slayer Glory Director's Cut le 29 novembre 2000. Plusieurs jeux Super Nintendo ont été portés sur Game Boy Advance qui a des capacités graphiques similaires. En 2005, Nintendo annonce que des titres SNES sont disponibles en téléchargement via la console virtuelle de la Wii. En 2007, Nintendo Japon déclare que désormais il ne pourra plus réparer les Famicom et les Super Famicom à cause de la pénurie de pièces nécessaires. Un certain temps après le lancement de la Super Nintendo Entertainment System, un phénomène pour le moins inhabituel, quoique déjà constaté avec certaines consoles NES alors, s'est manifesté. Le plastique utilisé pour le boîtier de la console tend à se jaunir si la console ne repose pas dans des conditions optimales. Source de chaleur ponctuelle à proximité, soleil, température ambiante trop élevée. Dépendant des conditions, le jaunissement se manifeste que sur une surface minime ou au contraire sur toute une moitié du boîtier, voire le boîtier au grand complet. Fait intéressant, la partie entourant le port cartouche semble toujours garder sa couleur originale, contrairement au reste. Pour parler un peu niveau technique, le CPU, c'est un 65C816, cadencé à 3,58 MHz. La RAM centrale est de 128 KO. 64 KO de RAM graphique, jusqu'à 256 couleurs parmi 32 000. La définition est en 256 par 224, jusqu'à 512 par 448 selon le mode graphique, et le scan entre lacé ou progressif. Le son, c'est un processeur 16 bits 8 voix, compression ADPCM, processeur audio SM-SMP, 16 bits Sony, SPC 700 8 bits, SDSP 16 bits 232 kHz. Le SPC 700, processeur sonore donnant les instructions au SDCP via la RAM de la carte mère, relié directement au SPC par l'intermédiaire de broches. Le SDSP, c'est le synthétiseur musical. 8 voix sonores, polyphonie de 8 notes simultanément par la voix. RAM audio 60 KO, stockage des cartouches 8 bits à 63 bits, donc 1 méga à 7 mégas. Il y a eu beaucoup d'accessoires qui sont sortis, le Super Scope, la souris, le Super Game Boy pour jouer aux jeux Game Boy, les adaptateurs pour jouer aux jeux d'autres régions, la Satellaview qui permettrait de capter une chaîne satellite japonaise, etc., etc. Voilà, j'espère que cette chronique sur la Super Nintendo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Laissez des petits likes, ça fait plaisir. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sergei! Il a été changé en boule de merdasse!
Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. On a pendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.